Bienvenue dans Domino Podcast, le podcast dédié à l'exploration des technologies du Web3, de la blockchain et des crypto-monnaies. Si tu es curieux et que ces sujets t'intéressent et que tu souhaites en savoir plus, tu es au bon endroit. Je me présente, je suis Samuel Vico, professeur, entrepreneur et podcasteur. Dans Domino Podcast, nous allons explorer ensemble le potentiel de ces nouvelles technologies et discuter des applications, des défis et des opportunités qui en découlent avec des professionnels et des passionnés. Sans plus tarder, déclenchons l'effet domino. Salut Marion. Hello Samuel. Comment tu vas ? Très bien et toi ? Très bien, très bien. C'est un plaisir de t'avoir sur le podcast. Bah écoute, plaisir partagé, je suis ravie d'être là. Top. Aujourd'hui, on va parler vraiment droit. On va voir qu'est-ce qui est possible, pas possible. Et permettre à beaucoup de personnes de faire le tri entre le faux et le vrai, ou entre l'imaginaire et ce qu'on souhaiterait, et la réalité. Ok. Tu vas peut-être briser des rêves en fait aujourd'hui. C'est possible, c'est possible. Je suis désolée par avance. En général, je laisse l'opportunité à mes invités de se présenter au début. Comment tu veux que le public puisse te connaître ? Bah écoute, comme ils veulent, comment ils peuvent me connaître. Donc je suis Marion Pérez-Brio. Je fais partie d'un cabinet d'avocats qui s'appelle Elco Légal et qui accompagne les entrepreneurs, notamment du Web3, dans leur structuration réglementaire et leur financement, leur recherche également de financement, structuration de financement. Okay. Donc on est un cabinet qui est spécialisé, comme je le disais, donc notamment sur la verticale Web3, FinTech, Finance. On a également deux autres domaines de spécialité qui sont le droit de la santé et l'impact. Donc le climat. Et donc moi je suis donc en charge du pôle Web3 FinTech Finance. Voilà, okay. Si on peut me présenter comme ça. Très bien, ok, top. Et du coup, comment est-ce que, donc, études de droit directement, et qu'est-ce qui t'a attiré toi dans le droit à te dire, moi je veux aller dans la blockchain ? Alors ça s'est pas fait tout de suite, c'est-à-dire que quand je suis rentrée à la fac, déjà la blockchain, elle était assez balbutiement, très honnêtement, parce que je suis rentrée à la fac il y a un petit moment. Et donc moi j'étais vraiment à la base plutôt sur la finance traditionnelle. Donc j'ai fait mes études de droit dans cette optique-là, avec une spécialité ensuite en droit des sociétés et puis en finance. J'ai aussi fait au-delà du droit de la finance d'entreprise pour être vraiment sûre de bien comprendre tous les enjeux. Ok, très bien. Et puis ensuite, j'ai fait des stages dans des gros cabinets américains, dans des boîtes aussi. J'ai été dans plusieurs sociétés du CAC 40. Ok. Dans le département droit des sociétés et droit boursier. Donc là, c'était vraiment la finance un peu traditionnelle, les fonds, la bourse, le CAC 40. Et puis au détour de ces activités-là, j'ai pu entendre parler un peu de la blockchain. Ça commençait à émerger, et donc les gens qui étaient autour de moi, les professionnels qui m'entouraient, on commençait à en parler. J'avais des amis aussi qui m'en parlaient et qui me disaient mais qu'est-ce que c'est que ce truc, qu'est-ce que c'est que la blockchain. J'ai dit j'en sais rien, qu'est-ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à m'y intéresser. Ok. Et t'es rentrée par quelle porte ? C'est quoi toi ta porte, ton rabbit hole ? Mon rabbit hole, en fait ça dépend si j'y suis rentrée professionnellement ou personnellement. Les deux. Personnellement c'était ça, c'était juste ce besoin de comprendre ce qui se passait. Je sentais qu'il y avait un truc quand même, c'était pas mal. C'était en quelle année ça ? C'était alors aucune idée, peut-être il y a c'est quand je suis arrivée à Paris en fait, donc il y a 10 ans. Il y a 10 ans à peu près, j'ai commencé vraiment à m'y intéresser. Alors de manière, on va dire quand même assez légère au début, c'était déjà histoire de comprendre un petit peu la structuration et puis le use case, parce que c'était pas forcément évident pour moi à la base. Je suis pas du tout une techos de base, à la base je suis une juriste, donc il fallait comprendre quoi.
Et puis, donc voilà, histoire de comprendre un petit peu l'utilité aussi. Et là, c'est là que personnellement, j'ai vraiment creusé et que je me suis rendu compte des use cases dingues qui étaient, qui étaient avec cette idéologie et cet écosystème. J'ai trouvé aussi que la philosophie blockchain était vraiment se rapprocher de ma philosophie. Donc j'ai vraiment embrassé à ce moment-là le côté blockchain. Et donc ça c'est côté personnel, et ensuite côté pro, c'est avec les clients aussi, puisque donc, comme je te le disais, je me suis spécialisée un peu plus en finance. Et puis j'ai des clients aussi qui se sont intéressés à la blockchain, au cas d'usage Web3 et de fil en aiguille. Ok, très bien. Et dans ton cabinet, donc, il se définit comme étant un cabinet en technologie de rupture. Ouais. Qu'est-ce que ça... Alors, souvent on parle donc de blockchain et autres, on parle d'IA. Ouais. Comment est-ce qu'on définit une technologie de rupture et qu'est-ce que c'est ? En fait, il y a plusieurs définitions d'une technologie de rupture. Nous, on voit ça un peu comme une innovation sur un marché ou sur un secteur qui a été préexistant, une innovation technique, puisqu'on parle des technologies de rupture, qui va complètement révolutionner ce marché, voire créer un nouveau marché. Voilà, donc c'est un peu comme ça, c'est notre philosophie sur les technologies de rupture, mais il y a énormément d'interprétations et de définitions possibles des technologies de rupture. Mais pour nous, c'est vraiment toujours step forward, et toujours aller de l'avant et dans toutes ces innovations, des technologies qui nécessitent énormément de R&D aussi. Enfin, énormément. C'est pas un prérequis, mais en général, avec les technologies de rupture, on a énormément de R&D aussi. Ok. Et mais du coup, là actuellement, donc dans cette période, vous êtes aux anges, parce que là, j'ai l'impression que toutes les semaines, il y a une nouvelle news qui sort à partir de nouvelles technologies, que ce soit l'intelligence artificielle, que ce soit l'IoT, que ce soit même la blockchain. À chaque fois, ces temps-ci, il y a plus des use cases plutôt que des c'est ce que j'allais dire. Mais plus des use cases qui sortent presque toutes les semaines, toutes les 2 semaines, quoi. C'est ça qui est super intéressant et qui est vraiment passionnant quand on travaille dans ces domaines-là, c'est que c'est constamment en mouvement. Et c'est aussi pour ça qu'on s'est tourné vers ce genre de technologie, parce que c'est quelque chose qui est vraiment en mouvement perpétuelle, j'allais dire. Et pour nous, c'est une remise en question, entre guillemets, intellectuelle tout le temps. Il faut toujours retravailler les schémas, retravailler les structurations, toujours comprendre les nouveaux use cases qui sortent. Et ça, c'est vraiment super stimulant. Ça m'intéresse énormément, parce que je pense qu'il y en a aussi beaucoup comme moi qui, là encore, ça va en période de bear market. Les news sont assez... down. Il y a un niveau de news qui n'est pas très élevé. En période de bull run, il y a énormément de news. En tant que cabinet d'avocats, comment est-ce que vous vous organisez pour faire votre veille ? Comment est-ce que vous faites en sorte de toujours être à la page et de ne pas être submergé par tout ce qui arrive ? En fait, il y a plusieurs choses. Déjà, on va pas se mentir, c'est quand même pas mal de boulot. La veille, il faut vraiment être... un peu avoir des yeux partout. Ça, c'est la première chose. Donc déjà, ça prend du temps. Après, quand on est baigné vraiment aussi dans l'écosystème, comme on l'est nous, on est entouré d'acteurs et d'entrepreneurs de cet écosystème-là. Donc c'est aussi... On se nourrit aussi de ça. Et puis on est tous et toutes au cabinet on a une soif d'apprendre qui est assez importante, donc on est toujours à lire les dernières mais toi, est-ce que tu as une routine, par exemple chaque semaine tu te dis que tu dois lire tel truc, ou il y a un média en particulier ? Alors c'est plutôt moi, c'est tous les jours. Déjà je suis pas mal les actus, notamment sur LinkedIn aussi, Twitter. Et puis après, là j'ai aussi quand même en ce moment, on va sûrement en parler, mais il y a pas mal d'actus financières ou DeFi qui sont en train de tourner, donc même des acteurs comme Bloomberg s'en emparent. Donc j'essaye de faire un mix entre les pure players crypto, et les médias crypto purs, et puis les acteurs traditionnels
financiers. Et ça me permet aussi, et c'est ça qui est intéressant, d'avoir aussi les deux points de vue. Ouais. Et donc ça c'est pas mal. Okay. Et puis après, pour revenir à ta question aussi, pour faire le tri entre les news, là effectivement en bear market, il y en a un petit peu moins. En bull market, il y a quand même beaucoup de news. Alors j'ai pas envie de dire qu'il y a beaucoup de fake news, mais il y a beaucoup, c'est pas forcément des fake news, attention, mais c'est des news qui sortent très vite et surtout qui ont une capacité à faire réagir le marché très très vite aussi. Donc il faut aussi savoir un petit peu step back et puis se dire genre ok, on va voir, déjà on analyse la nouvelle, est-ce que vraiment elle peut avoir un impact nous sur notre activité ou sur bien sûr celle de nos clients. Totalement. Et après voilà, on prend de la hauteur. Et faire la différence entre la news et l'information. Et l'information, exactement. Là, j'avais travaillé ça avec Louis Tellier, donc, qui était venu, qui est de Big Whale. Journaliste de chez Big Whale. Et on parlait vraiment de ça, cette différence entre faire la distinction entre quelque chose qui est news et avoir une information. Complètement. Et vous, du coup, comment est-ce que vous faites le tri de news information ? Quand est-ce que vous dites ça c'est une information, elle est bien, on doit la traiter, et où est-ce qu'on va chercher peut-être il y a des revues juridiques, est-ce qu'il y a des choses sur ces choses, qu'est-ce qui existe juridiquement parlant? La chance qu'on a, c'est que quand il y a des news ou des infos, on peut toujours les baquer juridiquement. Donc ça, voilà, typiquement toute la réglementation qui sort ou les news sur la réglementation qui sort. En tant qu'avocat, on va surtout regarder, c'est d'ailleurs la première chose qu'on va faire, c'est regarder le texte, regarder le projet de loi, le projet de réglementation, voilà, c'est ça qu'on va regarder en premier. Donc on a l'info en fait directement. Et ensuite, les interprétations si interprétation il y a, c'est déjà nous, en tant que praticiens du droit, qui allons faire notre propre interprétation. Et après, les commentaires dans l'écosystème peuvent nous nourrir, mais la base c'est le texte. Donc voilà, ça par contre c'est vraiment c'est pas fun, hein, je sais. Non, mais mais la base c'est ça. Donc voilà. Les infos, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé, mais les infos juridiques, bien sûr. Après les infos financières, tu fais comme pour toutes les informations, hein, c'est-à-dire que tu vas regrouper un certain nombre de médias qui sont censés être fiables pour réussir à savoir si t'es vraiment sur une news ou si t'es sur une réelle information. Voilà. Et mince, j'ai un petit truc sur lequel il faut rebondir, bon, c'est pas grave. Sur aujourd'hui, l'aspect vous accompagnez donc des entreprises au financement. Notamment, c'est notre cœur de métier. Ok, et sur cette partie-là, moi, c'est la période dans laquelle je suis rentré, c'était pendant les ICO. Est-ce que les ICO, il y en a encore aujourd'hui ? En 2023, est-ce qu'il y a encore des sociétés qui font des ICO ? Il y en a, mais assez peu. Donc peut-être ICO à définir ce que c'est une ICO. Une ICO, ça veut dire Initial Coin Offering. Donc c'est l'opération qui consiste pour une société à émettre un token, donc un jeton, et à le proposer à la vente. Donc en France, ou même dans l'écosystème, on a deux types de jetons, majoritairement, qui sont d'un côté ce qu'on appelle les utility tokens et de l'autre côté les security tokens. Security à différencier, c'est pas un truc de la sécurité. Pas du tout. On est plutôt sur l'anglais du coup. C'est de l'anglais, securities. En fait, un security token, c'est un token, un jeton, qui a la caractéristique d'un titre financier. Ok, donc c'est comme si c'était un jeton action. C'est ça. Par exemple, une action, c'est effectivement... donc une action, elle donne droit notamment à des droits financiers, des droits politiques aussi. Donc le droit financier, c'est le dividende. Le droit politique, c'est le droit de voter aux âgés. Et bien, si un token te donne ces mêmes droits, il y a très grande chance qu'il soit qualifié de security token. Donc il n'y a pas que les actions, on a aussi les obligations et les contrats financiers. Du coup, à partir du moment où un token a un aspect de gouvernance, il bascule dans la phase security ou non ? Alors, c'est un petit peu plus compliqué que ça, hein, tu t'en doutes, sinon ce serait pas drôle. Mais oui, disons qu'en gros, il va y avoir un faisceau d'indices, l'AMF, donc c'est l'AMF qui va
qui va avoir un pouvoir de supervision là-dessus. Et effectivement, elle indique que lorsque le token a des caractéristiques qui se rapprochent des caractéristiques des titres financiers, eh bien, il y a de fortes chances qu'il soit considéré comme un security token. Après, l'AMF indique aussi que voilà, ça reste à prendre au cas par cas. Donc c'est pour ça qu'il est nécessaire de toujours faire une qualification du token, savoir si c'est un utility ou un security. Pourquoi ? Parce que donc les security tokens, eux, ils sont donc considérés comme des titres financiers. Ils ont les caractéristiques de titres financiers. Et donc, une offre au public de security token est soumise à la réglementation financière. Classique. C'est ce qu'on appelle une STO, Security Token Offering. Et donc là, lorsque un émetteur souhaite offrir au public ces security tokens, donc c'est une offre au public de titres, et donc là, c'est la réglementation prospectus, je ne sais pas si tu es familier avec cette réglementation-là, mais qui est une réglementation un peu assez lourde et qui nécessite, lorsque tu souhaites faire ce type d'offre et que tu dépasses certains paliers, de déposer auprès de l'AMF ce qu'on appelle un prospectus, qui est une documentation qui va en gros, je schématise, mais reprendre toutes les caractéristiques de ton titre, du produit que tu offres, de ta société, l'offre en elle-même, voilà. Et donc l'AMF va avoir un œil sur ton offre. Et tant que tu n'as pas déposé ce prospectus, tu ne peux pas, évidemment, et que c'est pas validé par l'AMF, tu ne peux pas... Si je devais faire un gros résumé un peu de ça, désolé, j'ai pas mal de plantes, du coup, de temps en temps, une petite bête. Si je devais faire un gros résumé de ça, c'est... Par exemple, pour le podcast, l'utility token, ce sera un token que je mettrai à la vente, entre guillemets, pour que les gens achètent et peuvent écouter le podcast. Exactement. Le security token, par contre, j'ai beaucoup plus d'administratif à faire et je dois déposer donc ce prospectus à l'AMF pour pouvoir faire un token sur lequel l'audience, au-delà d'écouter le podcast, ils peuvent diriger un peu, donc voter sur qui sera le prochain invité, ainsi de suite. Comment s'organise le podcast ? C'est un peu ça la différence ? Oui et non. Parce que là, vraiment, si on est vraiment sur les tokens parce qu'il y a encore des sous-catégories, les tokens qui te permettent justement d'avoir cette fonction de gouvernance. Mais attention, pas de gouvernance sur la société en elle-même. Je ne sais pas si tu as créé ta propre société. Si effectivement le token que tu émets garantit aux détenteurs du token que lorsque tu vas faire ta prochaine approbation de compte, par exemple, ils vont pouvoir voter sur cette approbation de compte, ou lorsque tu fais une AG, ils peuvent voter en AG. Là, effectivement, ça se rapproche quand même, ton token se rapproche des droits qu'une action peut offrir. En revanche, si on est simplement sur des tokens de gouvernance un peu plus large et qu'on est sur une gouvernance qui n'est pas celle de la société, mais plutôt de toi, les décisions que tu vas prendre dans le cadre du podcast, c'est ce qu'on appelle donc un token de gouvernance qui n'est pas nécessairement un security token. Donc lui qui pourrait être un utility token. D'où l'importance de la qualification à chaque fois. Et donc, pour revenir à ta question, la différence entre un security et un utility, c'est que, donc voilà, si tu veux émettre un security token, si ton token est considéré comme un security token et que tu émets un security token, tu es obligé donc de te soumettre à la réglementation financière. À l'inverse, si ton token est un utility token, donc l'utility token, c'est de facto un token qui n'a pas les caractéristiques d'un titre financier et qui va permettre à son détenteur de bénéficier d'un bien ou d'un service. Donc comme écouter le podcast. Comme écouter le podcast, exactement. Et donc là, si tu souhaites émettre ce token et l'offrir à la vente, en vente initiale, la première fois, et bien là, tu vas réaliser ce qu'on appelle une ICO, donc Initial Coin Offering. Et là, les ICO, donc encore une fois, j'insiste, les ICO, c'est vraiment lorsque tu émets un utility token. Très bien. Les ICO, elles ne sont pas soumises à la réglementation financière. Donc tu peux
faire une ICO sans avoir besoin de déposer un prospectus à l'AMF et de faire valider ton opération par l'AMF. Ok. Du coup, je peux lever de l'argent plus facilement, entre guillemets. Alors, Alors, on va pouvoir en parler. Justement, il y a beaucoup de clients et de gens qui nous disent j'ai fait une levée de fonds et ok, super, j'ai levé tant de millions, ok. Et j'ai fait une ICO. Okay. Effectivement, une ICO, elle te permet de te financer, mais c'est pas vraiment une levée de fonds comme on peut l'entendre. Pourquoi ? C'est-à-dire qu'une levée de fonds, quand tu réalises une levée de fonds classique en equity, ce que tu fais, c'est que tu ouvres ton capital général. C'est ça. C'est ce qu'on appelle un financement qui est dilutif, parce que tu dilues ta participation au capital. Bon. Voilà. Donc tu perds une part de ta société, entre guillemets. Tu peux, alors perdre c'est un peu mais tu donnes un peu. Oui, voilà, tu vas diluer ta participation au capital, effectivement, parce que tu vas faire rentrer des nouveaux investisseurs. C'est ça. Ou des nouveaux actionnaires au sein de ta société. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une levée de fonds, ça renforce tes capitaux propres, c'est-à-dire que les nouveaux investisseurs, ils vont injecter des liquidités au sein de la société. Ça rentre dans les capitaux propres, tu renforces tes capitaux, tu fais une augmentation de capital. Okay. Voilà. Et ça, c'est la levée de fonds classique. Et on va dire ça s'arrête là. Ok. Avec des gros guillemets. Ouais. Une ICO, comme je te disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, c'est un émetteur qui offre à la vente un token. Okay. Donc le token, c'est un produit, c'est un bien. Une représentation digitale d'un bien ou d'un service. Ouais, ok. Mais en fait, une ICO, ça reste une vente de tokens. Ok. Donc, est-ce que ce serait une vente anticipée, entre guillemets ? Oui, alors c'est pas forcément une vente anticipée. En général, le token il est pas encore émis, créé. Donc c'est une vente sur un token qui va être émis. Oui. Donc c'est petite subtilité. C'est-à-dire que le token n'est pas encore émis, mais la société dit moi je vais émettre un token qui va avoir telle et telle caractéristique, et les personnes qui sont intéressées pour acheter ce token disent ok, c'est bon, je te l'achète. Okay. Et en général, tu l'achètes au moment de la SEO sur un prix qui est préférentiel parce que tu es dans les premiers à avoir acheté le token. Et puis ensuite, bien évidemment, dès que le token est émis, les personnes qui ont participé à la SEO reçoivent le token. Okay. Mais pour en revenir à ce qu'on disait, du coup, ça reste une vente. Okay. Donc, en fait, là, le produit de la SEO, le produit de la vente, il ne va pas rentrer dans tes fonds propres, il va aller directement dans ton chiffre d'affaires. Ok, d'accord. Enfin, normalement, tu vois. Alors après, on a des possibilités comptables pour l'inscrire non pas directement dans ton chiffre d'affaires, mais sous réserve de respecter certaines conditions. L'opération respecte certaines conditions, de les mettre notamment dans ce qu'on appelle les produits constatés d'avance. Parce que à partir du moment où alors donc voilà pourquoi tu lèves pas des fonds, mais tu te finances comme ça. Tu constates donc un chiffre d'affaires. Et si en face de ce chiffre d'affaires constaté, tu n'as pas suffisamment de charges déductibles, et en général, les ICO sont réalisés par des boîtes qui se lancent, donc il n'y a pas encore beaucoup de charges, surtout dans le Web3, tu n'as pas forcément beaucoup de charges tout de suite. Ok, donc tu ne vas pas avoir de charges déductibles. Payer des impôts. Et oui. Et donc l'exercice d'après... t'as l'administration fiscale qui vient. Qui te dit, hey, t'as levé 2 millions, tu me donnes 30%, c'est combien de pourcents ? C'est 25. 25% de 2 millions. De 2 millions, voilà. ok. Et donc, c'est pas la même chose qu'une levée de fonds classique où t'as ton investisseur qui arrive, et effectivement, tu vas diluer ton capital, mais tu renforces tes fonds propres, et puis j'allais dire, on s'arrête là. Okay. Donc effectivement, les ICO, il y a quand même il y a des implications fiscales, comptables derrière qu'il faut prendre en compte. Ok, très intéressant. Okay. Donc voilà ce que c'est qu'une ICO. Très bien. Et donc tout à l'heure, je disais que t'es pas obligé d'avoir donc de déposer un papier à l'AMF pour un dossier à l'AMF pour réaliser une ICO. Donc c'est vrai, mais tu as la possibilité
de demander ce qu'on appelle un visa, donc optionnel à l'AMF. Donc là, l'AMF va, en fait, le visa, c'est un peu un tampon sur l'opération en elle-même. Pas forcément sur le token que tu vas émettre, mais sur l'opération en elle-même, elle va approuver l'opération pour éviter les scams. Je vois. Très bien. Sachant que quasiment personne n'a demandé le visa AMF, voilà. Et que je crois que le seul visa qui a été demandé, c'était un scam. Donc. Voilà. D'accord. Du coup, on va passer à la deuxième partie sur donc la DeFi. À tout de suite. On est de retour. Déjà, je vous remercie de nous suivre. Là, on est déjà un grand nombre d'épisodes. Je ne sais pas lequel ça sera, donc je voulais dire le nom, mais je ne sais pas exactement lequel ça sera. Surprise. Je vous remercie beaucoup de nous suivre. Mais je le rappelle, pour ceux qui ne nous suivent pas encore, de mettre sur le petit bouton follow juste en bas, de pouvoir mettre, si vous nous écoutez sur votre plateforme de podcast, style Spotify ou Apple Podcast, de nous mettre les 5 étoiles. Et sur YouTube, follow, mettre un pouce bleu, ça nous aide énormément. N'hésitez pas aussi à commenter, je regarde tous les commentaires et j'essaye de vous répondre. Donc pour engager un peu la conversation et retrouvez-nous donc sur LinkedIn et sur les autres plateformes. Je partagerai le LinkedIn de Marion, comme ça vous pourrez rentrer en contact avec elle si vous avez des ICO et vous avez d'être bien accompagné. On revient du coup. J'aimerais qu'on puisse définir, donc là tout ça rentre dans une grande famille qui s'appelle la DeFi, la finance décentralisée. Qu'est-ce que c'est que la finance décentralisée ? Alors, c'est une très bonne question. Merci. La finance décentralisée, en fait, encore une fois, il y a plusieurs définitions qui peuvent être apportées à la finance décentralisée. En fait, la finance décentralisée et l'émergence plutôt de la finance décentralisée vient d'abord d'un constat qui est celui que la finance traditionnelle, donc qu'on va appeler la TradFi ou la CeFi pour Centralized Finance. Donc la finance traditionnelle, pour pouvoir réaliser une opération ou pour pouvoir valider une opération en finance traditionnelle, en fait, on est obligé, il est nécessaire de passer par énormément d'intermédiaires. Et donc, le fait de passer par ces intermédiaires-là rallonge les délais de validation des opérations. Et puis, évidemment, c'est un petit peu plus cher aussi, puisque chaque intermédiaire, en fait, doit être rémunéré. Donc ça, c'est le constat. Une grosse barrière à l'entrée, un manque de disponibilité, notamment les marchés financiers. Ils ouvrent, c'est 9h ou 8h à 18h. Ouais. Et la DeFi, elle dort pas. Alors, c'est une des caractéristiques de la DeFi. Oui, effectivement. Là, on a en fait, dans la CeFi, on a plusieurs finances traditionnelles, on a plusieurs places boursières qui ouvrent et qui ferment à des horaires convenus. Ouais. Et donc, avec les décalages horaires, évidemment, on a certaines petites frictions. Ouais. Effectivement, la DeFi permet de lisser tout ça, puisque il y a plus de place boursière en elle-même, et donc tout peut se faire à tout moment. Mais donc voilà, cette DeFi-là, pourquoi est-ce qu'elle a émergé ? Donc à la suite de ce constat de certains acteurs et de certains opérateurs qui se sont dit en fait on a un système qui est un peu trop long, un peu trop lourd et surtout avec beaucoup trop d'intermédiaires. Donc la finance décentralisée, elle s'appuie sur la technologie blockchain. Et notamment les smart contracts et ce qui lui permet. Donc les smart contracts, c'est des contrats qui sont automatisés, ce qui lui permet justement de jamais s'arrêter. En fait. Ça. Et les opérations vont être passées, ce qu'on appelle en peer-to-peer, c'est-à-dire en pair à pair, en personne à personne. Voilà, de personnes entre toi et moi. Et il n'y aura pas forcément d'intermédiaire entre nous deux. Et donc cette désintermédiation, cette décentralisation, on n'a pas un acteur unique ou un acteur qui centralise toutes les opérations. Donc cette décentralisation-là, elle permet une fluidité beaucoup plus importante des opérations et une rapidité
des opérations qui sont réalisées ou qui sont validées. Okay. Et donc voilà une première, on peut dire. Et une réduction des coûts du coup. Une réduction des coûts, un peu plus disponible à l'ensemble. Ouais. Une porte d'entrée en fait. À partir du moment où on a un wallet, en gros on peut accéder à la DeFi. Ok. Bon, voilà un peu une définition de. Et du coup, vu que la DeFi, alors tout à l'heure tu avais dit que les marchés financiers, donc en fonction de leur zone géographique, ils ont aussi leurs spécificités. Là, vu que la DeFi, elle ne dort jamais, est-ce qu'elle est réglementée ? Elle est réglementée par quoi ? Ouais. Et où ? Ouais, alors ça c'est la grande question. Pour l'instant, si on dézoome un peu et qu'on fait un petit focus sur la réglementation autour des cryptoactifs, on a en Europe notamment et puis en France, on était les pionniers, précurseurs de la réglementation sur les actifs numériques. Donc on a, je vais passer rapidement, mais on a effectivement certaines réglementations sur les actifs numériques et les prestataires, notamment les prestataires de services sur actifs numériques, sont les fameux PSAN, qui donc comme leur nom l'indique, sont des prestataires qui proposent des prestations, des acteurs qui proposent des prestations avec des actifs numériques. Ça, c'est un premier cadre de réglementation. Donc, on a pour l'instant, au niveau national, un enregistrement et un agrément optionnel auprès de l'AMF en tant que PSAN lorsqu'un acteur souhaite réaliser au moins 4 services sur actifs numériques qui sont pour dézoomer encore plus, on a une dizaine de services sur actifs numériques qui sont listés par le Code monétaire et financier. D'accord. Dans cette dizaine d'actifs numériques, il y en a 4 principaux pour l'exercice. Si un acteur veut exercer ces 4 activités, il est obligé d'être au moins référencé. Enregistré, c'est ça. Enregistré. L'enregistrement est obligatoire sur ces 4, sur l'exercice d'un ou plusieurs de ces 4 services. Donc, je les rappelle rapidement, c'est le on-off-ramp, donc l'achat ou la vente d'actifs numériques contre du fiat. Ou l'échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques, la conservation d'actifs numériques ou de moyens d'accès à des actifs numériques pour le compte de tiers, et l'exploitation d'une plateforme de négociation type, je ne sais pas si on peut le dire, type exchange, type exchange classique. On a le droit de dire. Voilà. Donc si on veut faire ces 4, un acteur veut réaliser une de ces 4 prestations, il doit absolument être PSAN. Mais ça, ce sont donc des prestations sur des actifs numériques. C'est pas forcément... On ne rentre pas forcément dans le cadre de la DeFi. C'est vraiment sur des actifs numériques et des prestations définies. De nos jours, aujourd'hui, on peut se demander, est-ce qu'il y a d'autres actifs numériques en dehors des actifs qui existent sur la blockchain ? Est-ce qu'il y a d'autres actifs numériques ou 2 actifs numériques ? D'autres. En fait, on a une définition d'actifs numériques en France. Donc une définition par le Code monétaire et financier qui... je schématise, mais va définir comme actif numérique, d'un côté, les fameux jetons dont on a parlé, donc utility token. Ça, ce sont des actifs numériques, sont considérés comme des actifs numériques. Et 2, une représentation de valeur qu'on peut appeler communément les crypto-monnaies. Voilà. Donc les jetons type utility token et les crypto-monnaies sont les 2 types d'actifs numériques qui sont définis par la réglementation française. Tout ce qui ne rentre pas dans cette définition d'actifs numériques n'est pas considéré comme un actif numérique en France. Donc, la réglementation autour des actifs numériques, notamment la réglementation PSAN et la réglementation MiCA, qui est donc la réglementation européenne, donc les actifs, je m'arrête là, qui ne sont pas considérés comme des actifs numériques, qui ne rentrent pas dans la définition d'actifs numériques, au moins au niveau français, ne sont pas concernés normalement par la réglementation. J'ai posé une question un peu bateau, mais si j'ai une action et autres et qu'on utilise un ordinateur pour pouvoir se l'échanger, au final, l'action elle est numérique, on l'a plus sous forme de papier.
Ah oui, alors il y a une différence entre... Ça fait longtemps que même dans la finance traditionnelle, les titres financiers sont numérisés. Très bien. Ils ne sont pas forcément tokenisés. Okay. C'est pas tout à fait la même chose. Pour être tokenisé, il faudrait notamment qu'ils soient justement inscrits sur un dispositif type blockchain. Ok, donc l'aspect blockchain, la technologie utilisée, fait la distinction entre la nature des actifs. Notamment, oui voilà, notamment là pour l'action, la différence entre une action numérique et une action qui pourrait être tokenisée. Okay. Mais on a certains actifs, par exemple, ou certaines typologies de crypto-actifs, type NFT, on a beaucoup entendu parler des NFT. Eh bien, les NFT sont exclus de la qualification d'actifs numériques. Okay. Donc, ils ne rentrent pas. Les acteurs qui rendent des prestations de services qui sont purs NFT, où il y a seulement des NFT, qui n'agissent que sur des NFT, ne sont pas forcément soumis à la réglementation sur les actifs numériques. Ok, très bien. Mais si maintenant j'ai des NFT et que je récolte de l'argent et qu'il y a de l'échange, vu que ça reste quelque chose qui n'est pas un actif numérique, je ne suis pas dans les 4 points que tu as cités au préalable, du coup il n'est pas PSAN. Alors, c'est... oui, vu comme ça, écoute, si on est seulement... Si l'actif qui est échangé ne peut pas être qualifié d'actif numérique, la réglementation sur les actifs numériques, de facto, ne va pas s'appliquer. Okay. Très bien. Donc voilà, sur ce premier un peu cadre réglementaire. Et pourquoi on met un cadre aussi qu'est-ce qui fait qu'on impose Pourquoi on a besoin d'une réglementation ? En fait, ça, c'est une question qui a défrayé un peu la chronique, notamment au moment justement de la loi Pacte, c'est la réglementation sur les actifs numériques en France, elle découle de la loi Pacte, et ensuite du règlement MiCA, donc qui va rentrer en application fin 2024 au niveau européen. C'était 2018, il me semble. 2019, ouais. 2019, ouais, pas loin. Et donc qu'est-ce que je disais ? Oui, voilà, pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette réglementation ? Donc, c'est un peu défrayer la chronique parce que beaucoup d'acteurs ont vu ça comme un frein, justement, à leur activité. Ouais. Je pense qu'il ne faut pas tout à fait le voir comme ça. C'est plutôt, pas vraiment un frein, mais en tout cas, un cadre réglementaire qui va permettre de rassurer, le marché, parce que, et notamment là, avec l'application de MiCA, l'entrée en application de MiCA, on va avoir un cadre européen harmonisé, un cadre réglementaire européen, et qui est amené à durer pendant au moins 4-5 ans. On est sûr qu'on va avoir les mêmes règles pour tout le monde. Donc, ça, c'est quand même un gage de sécurité juridique pour le marché qui est pas négligeable. Mais je partage ça. Même moi, je fait partie de ceux qui étaient contre. Oui, je comprends. On veut aller vite, on veut pouvoir développer des choses. Et sauf que là, c'est... mais j'ai aussi été de ceux qu'on a retournés parce que, effectivement, j'ai vu qu'à partir du moment où la France a pris le pas, en fait, ça lui a donné un avantage par rapport aux autres pays. Mais la vraie question que moi, je me pose aussi, c'est par rapport à ça. Il y a les Américains qui, en général, eux, ont leur propre législation. Ouais. Et on le voit très souvent. Celle qui reste, c'est celle des Américains. Ouais, mais... Donc, est-ce qu'on peut avoir la nôtre et lorsque les deux sont en confrontation, laquelle gagne ? Parce qu'on a l'impression, nous, que dès que les Américains sont dedans, on a beau avoir mis tout ce qu'on a mis, les Américains, ils font ce qu'ils veulent. Alors, oui, c'est un peu ça. Mais là, la chance, entre guillemets, qu'on a, c'est que les Américains, les États-Unis, n'ont pas de réglementation sur les actifs numériques. Très bien. Donc, on a effectivement une SEC qui est très prolifique. On va dire. Donc, la SEC, c'est l'équivalent de l'AMF américain, c'est le gendarme de la bourse américain. Ouais. Et donc, la SEC s'agite, j'ai envie de dire, autour de l'écosystème crypto. Mais elle a du mal à définir elle-même les choses. Mais parce qu'en fait, il n'y a pas de réglementation
typique sur les actifs numériques ou sur les cryptoactifs comme nous, on peut l'avoir en France ou en Europe. Donc, on n'a pas de définition. Est-ce que notre réglementation française ou même MiCA européenne pourra influer sur la réglementation américaine, ou est-ce qu'ils feront encore une réglementation pro-libérale et rien à voir avec ce qu'on a pu faire ici? Alors, là, après, c'est personnel. Oui, bien sûr. Là, mon avis. Là, c'est une question qui ne peut pas être. Là, c'est un avis qui est totalement personnel. Oui. Mais je pense que, très honnêtement, je ne suis pas sûre que les Américains s'inspirent de MiCA. Enfin, si, ils pourront, je pense, s'inspirer surtout des... si on a, une fois qu'on aura plutôt un retour d'expérience sur MiCA, Bon, s'ils ont décidé d'aller dans une autre voie, ils iront complètement dans une autre voie. Ça, c'est la première chose. Donc, je suis pas sûre que les États-Unis nous suivent. Par contre, je pense qu'il est quand même nécessaire à un moment d'avoir une régulation sur les cryptoactifs aux États-Unis qui soit assez claire. Ça, c'est la première chose. Après, il y a aussi un autre point, c'est quand même assez politique aussi aux États-Unis, cette réglementation. Et on voit, par exemple, pour ce qui est des stablecoins, donc les stablecoins sont des actifs numériques qui sont adossés à qui sont backés par une monnaie fiat, notamment par du fiat, et donc notamment par du dollar. Et on a beaucoup de stablecoins, les principaux stablecoins qui sont des stablecoins dollars. Et donc là, les États-Unis, ça les arrange d'avoir un stablecoin qui soit un stablecoin dollar. Et donc là, on va pas trop... Parce que si la transaction entre crypto-monnaies se fait au final avec du stablecoin dollar, derrière, on a du dollar, On a du dollar qui est utilisé... qui est backé. Alors, le stablecoin dollar, il va être backé en dollars. C'est-à-dire qu'on va avoir... Mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que surtout, à partir du moment où le stablecoin dollar est un des stablecoins les plus puissants, c'est pas tout à fait le terme, mais les plus courants, en fait, ça continue un petit peu à asseoir la suprématie du dollar sur l'euro. C'est ça. Donc ça, les États-Unis... Toujours... encore une fois, c'est mon avis, mais bon, je pense pas que ça les dérange beaucoup. Donc, sur le côté stablecoin, je suis pas sûre qu'on ait une réglementation très rapidement. Et sur par contre, le côté actif numérique, crypto, ou ce qu'on appelle les crypto-monnaies, avec des guillemets, parce que... est-ce que c'est des monnaies ou pas Là, la SEC est quand même beaucoup plus contraignante, parce que en fait, elle essaye de... C'est ce que je dis toujours, de faire rentrer des ronds dans des carrés, quoi. C'est-à-dire qu'elle calque à la réglementation financière classique les cas d'usage et les applications du Bitcoin ou de l'Ether. Sauf que le Bitcoin et l'Ether peuvent certes être qualifiés de nouvelles classes d'actifs, mais ils ont quand même leurs propres modalités, leurs propres caractéristiques qui ne collent pas forcément avec les caractéristiques des titres ou des titres financiers classiques ou des produits financiers classiques. Donc, et je pense que, notamment là, dans le feuilleton crypto-monnaie Web3, y a un autre personnage qui vient d'entrer dedans, en tout cas plusieurs autres, et qui viennent ramener un peu d'eau au moulin avec ce fameux ETF Bitcoin Spot. Et là, on est donc, pour aller pour le plus simple, on va prendre les grands joueurs, donc BlackRock, qui veut faire qui veut faire son ETF Bitcoin Spot. Et Ethereum, il a des Ethereum aussi. Et du coup, maintenant, la SEC qui doit valider. Et donc là, on est en train encore de remélanger finances traditionnelles complètement. Autres. Alors, comment tu peux déblayer ça pour quelqu'un qui n'arrive pas à comprendre déjà, comment on définit un ETF? C'est quoi? Et déjà, commençons par là. Comment on définit? C'est quoi un ETF? Alors, un ETF, ça veut dire Exchange Traded Fund. Donc, en fait, c'est un fonds. Un ETF, c'est un fonds. L'ETF, c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler en ce moment. Donc, l'ETF Bitcoin, l'ETF Ethereum, BlackRock lance son ETF. Bon, l'ETF, ce n'est pas un produit ou un fonds qui a été créé par la DeFi. Ça vient déjà de la finance traditionnelle. Donc, on a deux types d'ETF. On a les ETF, ce qu'on appelle les ETF futurs et les ETF spot.
Okay. Donc, un ETF spot, donc je rappelle, un ETF, c'est un fonds. Pour l'ETF spot, donc, c'est un fonds qui réplique, j'ai quand même oublié la moitié de la définition. C'est un tracker aussi. Oui, voilà, c'est un fonds qui va répliquer, en fait, un indice financier. La hausse ou la variation. Voilà, la variation d'un indice financier. Ouais. Et donc on a ensuite ces deux types d'ETF, donc le spot et le futur. Pour l'ETF spot, le fonds, en fait, il va directement acquérir l'indice en lui-même. L'indice, l'actif en lui-même. Là où l'ETF futur, comme son nom l'indique, il ne va pas directement acquérir l'actif ou l'indice, mais l'actif, il va plutôt investir dans des contrats à terme, des contrats futurs. Ok, je vois. D'où, du coup, l'ETF futur. Donc, on ne va pas avoir une exposition qui est directe. Par exemple, si on reste dans la TradFi, un ETF spot CAC 40, oui. Par exemple, et bien là, donc on va répliquer la variation du CAC. Et donc là, ce que va faire un ETF spot, CAC 40, je schématise, mais il va acheter une action de chaque société du CAC. Ok. Et donc comme ça, avec justement les variations, on va répliquer réellement la volatilité ou la variation de cet indice CAC 40. Mais quel est l'intérêt de faire un ETF ? Ouais. Et surtout, si j'achète un ETF Bitcoin spot, du coup, ça veut dire que j'achète du Bitcoin. Alors, déjà, tu n'achètes pas vraiment un ETF. Tu investis dans un ETF. Parce que, encore une fois, un ETF, c'est un fonds. Ok, très bien. Donc, c'est quoi leur business model ? Alors après ça, ils ont chacun le leur, mais vraiment c'est de permettre de répliquer les variations d'un indice, et donc de permettre à leurs investisseurs, on va dire, de bénéficier des gains ou pas, moyennant évidemment une commission. Et donc sans une exposition, on a une exposition à un indice, mais qui est un petit peu différé, protégé. D'où là on parle beaucoup de l'ETF spot Bitcoin ou l'ETF spot Ethereum qu'a déposé notamment BlackRock. Donc la première société de gestion au monde. C'est ça. Voilà, et donc ils ont déposé une demande auprès de la SEC pour faire approuver donc ces deux ETF. Et donc là concrètement, en gros, comment ça marche, c'est que le fonds, l'ETF, va acheter du Bitcoin. Et donc c'est pour ça que tout le monde s'active, tout le monde bouge, parce que d'un seul coup, si on lit finance traditionnelle et DeFi, il va y avoir d'un seul coup beaucoup plus de fonds, beaucoup plus de liquidités qui va rentrer dans le marché de la DeFi. C'est bien ça ? C'est-à-dire qu'en fait, ton ETF, si tu as un ETF Bitcoin, typiquement BlackRock qui va acheter, qui veut justement répliquer, c'est un spot et qui veut répliquer justement la variation du Bitcoin, il va acheter des Bitcoins. Donc à qui est-ce qu'il va l'acheter ? C'est ça le truc. Donc le cours va monter. Voilà. Sachant que de ce qu'on a entendu, c'est qu'apparemment BlackRock voudrait pas forcément acheter en direct les bitcoins, mais achèterait un autre ETF, un autre fonds. Donc c'est bon, voilà. D'accord. Mais ça, bon, c'est voilà. Un bon sac de nœuds. Oui, voilà. Mais ce qui permet pour eux-mêmes d'éviter un peu de limiter leurs risques. Mais ça, après, c'est en interne. Mais effectivement, c'est quand même quelque chose d'assez unique si on arrive à avoir un ETF Bitcoin, parce que ça permet, au-delà même de l'émetteur, ou de BlackRock en lui-même, ça permet justement à des investisseurs de s'exposer à la crypto. Exactement. Mais pas directement. Parce que pour en revenir à ta question, c'est pas toi qui achètes le Bitcoin, c'est le fonds qui l'achète pour toi. Et toi, tu bénéficies du rendement. Mais du coup, alors, pour un puriste comme moi ou comme ceux qui écoutent parfois, ça peut faire hérisser en se disant, mais l'objectif de la DeFi, donc Decentralized Finance, c'est-à-dire décentralisé,
c'est de ne pas plus passer par avoir un acteur. d'intermédiaire. Je suis d'accord. Et sauf qu'au final, on se retrouve avec quelque chose où oui, mais on a encore des intermédiaires. Ça, je suis d'accord. Maintenant, après, je pense que quand vraiment tu es un acteur DeFi pur, donc tu passes vraiment en pair à pair, en peer-to-peer, je suis pas sûre, encore une fois, c'est mon avis, je suis pas sûre que les acteurs purs DeFi achètent via un ETF ou investissent via un ETF. C'est vraiment plutôt pour les acteurs qui viennent de la finance traditionnelle, qui veulent s'exposer à cette nouvelle catégorie d'actifs et qui ont pas forcément par exemple de wallet ou qui veulent pas rentrer directement veulent pas avoir le risque aussi de perdre leur code et donc perdre leur token. Ce genre de choses. Voilà, ça dépend. Je pense que vraiment, l'ETF va pas forcément s'adresser aux mêmes typologies de personnes que la DeFi, qu'on peut l'entendre effectivement en puriste, toi et moi. C'est pas tout à fait les mêmes typologies de personnes qui sont visées. On peut aussi, parce que justement, on peut avoir des institutionnels ou des investisseurs un peu plus capés qui vont investir dans les ETF plutôt que directement. Et notamment, c'est là où on voit, pour ceux qui sont dans le milieu, on voit vraiment un aspect très intéressant parce que ça va amener ce nombre de personnes. On voit la DeFi par rapport à la finance traditionnelle. On est à peu près de l'ordre de 1%. Donc la capitalisation totale de la DeFi par rapport à la finance traditionnelle, on est de l'ordre d'à peu près 1% en termes de capitalisation. Du coup, là, il suffirait qu'il y ait que 2 ou 3% de la finance traditionnelle qui est orientée vers cette DeFi et les mouvements de marché seront phénoménaux et vont être énormes. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est juste la belle narration qu'on veut se donner dans le monde de la crypto pour pouvoir se rassurer que oui, enfin. Alors pour une fine savoir si la SEC va finir par approuver ou pas un ETF. Parce qu'au final, c'est la narration. Par exemple, alors dans le podcast, on fait pas forcément du conseil en investissement où on dit pas allez acheter telle crypto et autres. Vaut mieux pas. Exactement. Mais sur les réseaux, il y en a énormément. Et les gens, ils vendent ça avec le raccourci de ETF Bitcoin Spot arrive, il y a plus d'argent qui va rentrer dans les cryptos vont monter, achetez des cryptos maintenant. Oui, alors après, chacun son interprétation. Je laisserai chacun juge de son propre conseil en investissement. Voilà. Je ne me risquerai pas à ça. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, si on a une approbation des ETF Bitcoin ou Ethereum, spot par la SEC, ce sera au-delà même après de tous les schémas, mais ce sera surtout un facteur ou un indice de confiance de la part de la SEC dans le marché crypto, ce qui pour l'instant n'est objectivement pas le cas. C'est ça. Parce que la SEC se refuse à approuver un ETF Bitcoin, notamment le dernier en date, c'était Grayscale, et elle s'est d'ailleurs fait retoquer là-dessus. Parce que, si on fait un petit rappel des faits, donc on a ces deux ETF dont on a parlé tout à l'heure, l'ETF Spot, l'ETF Futur, et l'ETF Futur, comme je le disais, donc c'est un ETF qui va investir dans des contrats à terme, dans des contrats futurs. Et donc, en fait, ce sont les contrats à terme, ce sont des instruments financiers qui sont utilisés pour anticiper les variations futures d'un actif ou d'un indice. Et ce sont des instruments qui sont vraiment encadrés par la réglementation financière, et notamment la réglementation financière américaine. Donc, les ETF futurs sont plus compliqués. C'est pas forcément qu'ils sont plus compliqués, mais ils sont déjà plus régulés. La SEC, elle sait, elle connaît les contrats, les contrats futurs. Ils sont vraiment plus encadrés, on va dire. Donc, pour la SEC, c'est plutôt un gage de sécurité sur le marché. Enfin, pas un gage de sécurité, mais disons que elle considère que le marché est suffisamment sécurisé grâce à cette réglementation-là pour pouvoir approuver des ETF futurs. Là où l'ETF Spot typique crypto, et c'est ce qui s'est passé avec Grayscale, c'est que la SEC a considéré que l'ETF Spot
était beaucoup trop... n'avait pas toutes les garanties de sécurité nécessaires et qu'il y avait un grand risque de, en gros, manipulation de marché à terme. Ouais. Voilà, qu'on pouvait facilement manipuler le marché et donc au détriment des investisseurs. Et là, le juge américain est venu récemment retoquer la SEC et la décision de la SEC là-dessus. Donc, décision de la SEC qui était de ne pas approuver l'ETF, c'était un ETF Bitcoin Spot de Grayscale. Le juge américain est venu retoquer cette décision. Alors, il s'est pas vraiment, lui, penché en faveur ou non de l'ETF Spot. Il a juste indiqué que cette décision, elle était arbitraire, parce que la SEC indiquait que l'ETF Spot Bitcoin qui était prévu, qui était proposé, n'avait pas toutes les garanties de sécurité du marché, comparé à un ETF futur, mais elle n'a pas vraiment démontré pourquoi. Ouais. Et donc c'est pour ça que le juge américain a considéré que c'était une question arbitraire. qu'on se pose certainement, c'est, ok, là on parle du juge américain, de la SEC, au final, qui est l'autorité dans tout ça ? C'est comme en... Qui a le dernier mot ? Ça va être la SEC. Pour l'instant, disons que la balle est dans le camp de la SEC. Okay, parce que là, elle a deux possibilités maintenant. Soit elle l'approuve, l'ETF Bitcoin Spot de Grayscale. Donc elle a indiqué qu'elle rendrait sa décision plutôt début 2024. Soit elle trouve un autre argument et elle refuse. Donc la balle est dans le camp de la SEC. Et puis surtout, derrière, on a BlackRock, donc qui a déjà déposé une demande d'ETF Bitcoin Spot et qui là vient de déposer une demande d'ETF Spot Ethereum. Ouais. Et donc BlackRock, c'est comme on le disait, la plus grosse société de gestion, c'est un mastodonte. Il y a 99% des ETF de BlackRock qui sont validés par la SEC. Donc on voit mal là comment est-ce que la SEC, elle pourrait dire non à BlackRock. Ouais, donc on attend un peu je pense que c'est le truc, mais si on parle en termes de probabilité, si en règle générale, elle a toujours du oui, si on parle juste sur de la probabilité, il y a plus de chances du coup qu'elle ait un non qu'un autre oui. Du coup, vu que le non est rare, à chaque fois qu'il y a un oui, la probabilité du non augmente. Ah oui. Donc, et surtout sur quelque chose qui est très, on va dire, comment dire ça, qui n'est pas habituel. C'est quelque chose qui est assez nouveau, c'est quelque chose qui rentre pas dans les cases. Donc forcément, normalement, ce qu'elle fait, je pense, c'est des choses extrêmement normées. Là, on rentre dans quelque chose d'un peu... Oui, alors après, ce serait un peu réducteur de dire que la SEC veut pas prendre de risques. 3 petits points. Qu'elle veut rester dans quelque chose de très normé, 3 petits points. Non, je veux dire, la SEC est quand même, ou même les autorités en général, sont OK pour les innovations, mais effectivement, les innovations financières qui restent dans un cadre de réglementation qui est connu. Pour l'instant, il est pas connu, mais en même temps, aux États-Unis, il est même pas existant. Donc c'est pas... Mais je disais juste que je suis pas certaine que la SEC retoque BlackRock. Le problème, c'est que... Enfin, le problème pour la SEC, c'est que si l'ETF Bitcoin Spot de BlackRock est approuvé... Derrière, justement, on va avoir... jurisprudence, du coup, oui. Et tout... donc nous, on attend ça, mais... oui. Mais tout le monde attend pour se faufiler dans... Ouais. Je vois très bien. Et maintenant, mais du coup, est-ce que BlackRock va devenir une boîte Web3 ? Ah. Comment est-ce qu'on définit maintenant une boîte Web3 ? Une boîte Web3. Alors pour moi, une boîte Web3, c'est une société qui développe un produit ou qui... travaille, ou plutôt qui développe un produit qui est basé et qui s'appuie sur la technologie blockchain. Mais dont c'est le produit principal. Exactement. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est ça une boîte Web3. Alors BlackRock... investi dans... Je suis pas sûre que ce soit vraiment ou Goldman avec son fonds JP Morgan qui deviennent des boîtes Web3. Bon, je serais ravie, mais je suis pas sûre que ce soit tout à fait ça. Disons que ce type d'acteurs sont plutôt des acteurs qui ont, on va dire, une verticale peut-être Web3. Pour l'instant, c'est plutôt genre qui s'intéressent. Et c'est même pas Web3, c'est vraiment DeFi. Là, c'est vraiment un truc finance, donc DeFi pur. Une boîte Web3, c'est beaucoup plus large que ça pour moi. Voilà. C'est vraiment un produit qui s'appuie sur la blockchain. Si je pars un peu, aller chercher un peu la petite bête, je crois que c'est JP Morgan qui ont leur propre blockchain oui. interne, mais sauf qu'elle n'est pas décentralisée.
c'est une blockchain centralisée. Est-ce que ça fait quand même d'eux une boîte Web3 ou pas? Parce que c'est là où on est encore en train de définir les valeurs du Web3, c'est vraiment cette décentralisation et autres. Où est-ce qu'on en est Ça, vraiment, je pense que la réponse à ta question, ça dépend de l'interprétation de chacun. Moi, personnellement, je disais au début du podcast que j'avais vraiment adhéré à la philosophie Web3. Blockchain plutôt. Et là, c'était plutôt le côté vraiment décentralisé. Et on enlève le recours à un acteur centralisé, du coup, à un acteur un peu omniscient. Même aujourd'hui, les cas d'usage Web3, blockchain, crypto, on peut aussi se poser la question, parce qu'on a quand même, alors même qu'on parle de crypto, de blockchain, des sociétés dont l'activité est de permettre l'échange de ces cryptos, mais on a 3-4 mastodontes sur le secteur qui centralisent du coup un peu tous ces échanges. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc pour moi, est-ce qu'on peut vraiment parler du coup de respect de la philosophie Web3 ou respect de la philosophie blockchain avec une décentralisation absolue quand on a recours à ces plateformes et quand on fait par exemple quand on fait pas de self-custodial. Totalement. Voilà. Ou même on va encore plus loin, c'est tous les boîtes Web3 mais qui ont toutes leurs données centralisées dans chez des AWS. Voilà, et qu'on a un petit hack, comme ça s'est fait récemment, oupsie, quoi. C'est bon, après, bon, je dis ça, je sais aussi que c'est un peu être compliqué d'être complètement décentralisé, surtout quand on commence à scale up un peu, et puis qu'on veut faire rentrer des investisseurs. Il faut pouvoir rassurer aussi ces investisseurs-là. Bon, voilà, donc il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Mais si on reste vraiment sur la philosophie décentralisée, bon, bah, là, la DeFi pure, c'est-à-dire passer en peer-to-peer avec des pools de liquidités, bon, bah, là, effectivement, on reste sur une philosophie qui se rapproche un peu plus de la philosophie de base. Maintenant, attention, je ne dis pas que la philosophie ou le fait d'avoir des exchanges soit quelque chose de très mauvais. Non, mais on est, pour moi, encore une fois, c'est totalement personnel, on n'est pas totalement dans la même philosophie. On permet, par contre, et ça c'est génial, on permet à un maximum de personnes, donc on permet une mass adoption de cette crypto. Après, avoir aussi les cas d'usage. Parce que encore une fois, je mets un disclaimer, c'est personnel, mais d'utiliser la crypto, en fait, comme un nouvel actif, considérer que c'est un nouvel actif, une nouvelle classe d'actifs, et du coup en faire un outil de spéculation, c'est très bien. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, il y a vraiment des cas d'usage crypto, blockchain qui sont dingues et qui peuvent vraiment révolutionner le truc, parce que bon voilà, faire de la spéculation sur des cryptos, c'est pas forcément révolutionnaire comme concept. Bon, voilà, désolé, mais c'est pas. Non, mais c'est réalité. C'est pas extrêmement révolutionnaire. Maintenant, on a certains cas d'usage vraiment pure crypto qui là, ils sont en dehors de la spéculation. Et là, on est vraiment sur des technologies de rupture. Et là, on est vraiment sur voilà, et on revient aux technologies de rupture. Parfait. On tire sur la fin. J'avais quand même un petit côté fact-checking. Là, ça va être assez rapide, juste pour savoir. Quelques questions, réponse par oui, non, avec un peu plus de détails, mais de manière assez fun du coup. Est-ce que les cryptos, c'est un investissement risqué ? Oui, oui, on va pas se mentir. Oui, alors c'est un investissement risqué, tout dépend de ta connaissance aussi. C'est un investissement qui nécessite une certaine connaissance, effectivement. Après, il y a aussi une volatilité qui est forte. Il y a une volatilité. Forcément un peu plus risqué sur cet aspect-là. Et un peu moins de track record peut-être ? On commence à en avoir pas mal de track record. Alors,
tout dépend de la crypto que tu choisis. Exactement. Là, je parle des plus connus, voilà, typiquement le Bitcoin, qui est celle qui est la première crypto. Ouais. Donc, on commence à avoir pas mal de track record sur le Bitcoin. Le seul souci, c'est qu'on dit un peu, là, en ce moment, on est dans quand même un petit côté frémissement sur Bitcoin, et donc il y a tout qui s'emballe. Donc c'est pas mal, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le Bitcoin. Donc oui, c'est risqué, mais on réduit les risques en prenant de l'information et en... Voilà, mais comme tout actif, comme tout produit financier, par contre, effectivement, si tu vas vraiment sur de la DeFi pure et que tu fais du peer-to-peer, là, t'as personne pour te dire vraiment attention ou limiter la casse, si casse il doit y avoir. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment s'informer Très bien. En amont. Est-ce que les règles d'une blockchain ont une valeur juridique ? Très bonne question. En fait, les règles d'une blockchain, ça dépend ce que tu appelles les règles d'une blockchain. Est-ce que c'est le code, donc le code de la blockchain, ou alors est-ce que c'est aussi les règles établies par... les règles établies, ou par exemple les terms and conditions d'un produit, d'une dApps qui va s'appuyer sur une blockchain. Parce que la blockchain en elle-même, c'est une ligne de code. Oui. Et ensuite, tu vas avoir des applications qui vont se développer sur cette blockchain-là. Et donc là, en fonction des applications qui sont développées et des cas d'usage qui sont développés, tu peux avoir bien évidemment des terms and conditions de ces cas d'usage-là, de ces applications-là, qui, eux, quand ils sont draftés, ce qui n'est pas toujours le cas, quand ils sont draftés, évidemment, ont une valeur contraignante, une valeur juridique. En fait, tu as vraiment... La blockchain, c'est la base. Ensuite, tu as tout ce qui est autour de cette blockchain, qui est du contractuel, qui va rester les SAFT, par exemple, au moment d'une ICO. C'est du contractuel, c'est une valeur légale. Ce que tu vas mettre aussi dans ton smart contract, tout dépend. En fait, c'est un peu... Et du coup, est-ce qu'un smart contract a une valeur juridique, du coup ? Oui. Ok, donc ça reste un contrat entre deux personnes. Un smart contract, ça reste un contrat, oui. Ok, très bien. Est-ce que tout le monde peut créer sa crypto ? Oui. C'est assez ouvert à tout le monde. Alors après, il faut avoir l'envie et les moyens techniques, mais c'est assez ouvert à tout le monde. C'est pour ça qu'on a une multiplication aussi des nouvelles cryptos qui sortent. Mais oui, j'ai envie de dire oui. Ok, très bien. Merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Plaisir partagé. Ça a permis de remettre un peu l'église au centre du village, parce que je pense qu'il y a énormément d'idées, et notamment sur l'aspect des ICO que je n'avais pas en tête, le fait que c'était un chiffre d'affaires et non pas simplement au capital, et forcément un traitement qui est différent face à la fiscalité. Et oui, il n'y a pas d'ouverture de capital en cas d'ICO. Ok, très bien. Merci beaucoup. Merci à toi. Je vous dis à la semaine prochaine. Peace. Merci d'avoir partagé avec nous ce moment autour de l'univers passionnant du Web3, des blockchains et des nouvelles technologies. Si tu as aimé ce podcast, je t'invite à le partager autour de toi, tes amis, tes collègues, et surtout à nous donner 5 étoiles, lâcher un like, et n'oublie pas de t'abonner. Sinon, je te donne rendez-vous la semaine prochaine à 12h. En attendant, n'hésite pas à consommer nos snacks podcasts pour encore mieux comprendre l'univers de la blockchain. Et en attendant, déclenchons l'effet domino. Allez, ciao.